Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore des spray du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science. Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle parenthèse scientifique. Alors aujourd'hui, une émission un peu spéciale parce qu'on aime ça, on est créatif à la Fondation. Et donc aujourd'hui, on vous propose une table ronde discussion pour revenir un peu sur les activités de la Fondation et puis pourquoi pas inventer des nouvelles choses, partir ensemble. Où ça? Dans les limbes, dans l'univers, dans le sol peut-être aussi? Dans les Launes. Dans les Launes. Alors aujourd'hui, on va parler santé des sols, sciences et citoyens. On va revenir aussi sur un congrès en écotoxicologie auquel on a tous assisté à Copenhague. Et puis on va revenir sur l'expertise phyto, n'est-ce pas Damien? Phyto et biodiversité. Et puis autour de la table, évidemment, comme d'habitude, on a Manon. Bonjour. Damien. Bonjour. Mathilde. Bonjour, bonjour. Et Karina, merci à elle d'être à la technique avec nous aujourd'hui. Allez, c'est parti, la parenthèse scientifique, sciences et société. Vous reprendrez bien un peu de science? Alors Delphine le disait en introduction, les sciences participatives, santé du sol, tout ça est très inspirant. Donc la science, déjà, on peut commencer par le commencement. La science est souvent considérée à tort comme appartenant à une élite de la population. Il y aurait donc d'un côté le monde des scientifiques, ces chevelus devant leurs pipettes, etc. Et de l'autre, donc le commun des mortels, nous autres petits gens. Mais donc, quelle est la place du citoyen là-dedans, Manon? Oui, je suis d'accord avec toi, Mathilde. On a quand même un petit problème, c'est de penser la science comme quelque chose de lointain. Et pourtant, la science nous concerne tous. Et comme tu as dit, on a un problème de cloisonnement entre les chercheurs et les citoyens. Donc, il est temps de créer des passerelles entre la science et le grand public. La bonne nouvelle, c'est qu'on fait ça de plus en plus, et notamment à la Fondation. Oui, c'est vrai que nous, on est vraiment pro-décloisonnement. À la Fondation, c'est vraiment notre essence même. Donc la transmission du savoir scientifique vers le grand public peut prendre plusieurs formes. On a justement la mise en place à la Fondation de nos conférences grand public. Qu'on vous relaie d'ailleurs généralement dans ces émissions. Exactement. Et justement, l'an dernier, on en a à peu près une dizaine au compteur. Donc, c'est quelque chose qu'on promeut beaucoup. Ici, on est dans une forme de relation sens-société un petit peu verticale. C'est-à-dire qu'on passe du scientifique vers le citoyen. Tout à fait. Donc ça, c'est une façon de communiquer qui a sa valeur, mais on a aussi d'autres façons qui seraient plus horizontales, où on valorise en fait la connaissance de chacun. On appelle ça souvent les sciences participatives. Donc, tu veux dire que chacun a un savoir, en fait. Et est-ce que finalement, quand on avait reçu Charlie la dernière fois pour la dernière émission, on avait parlé d'apprentissage et donc de la façon dont l'adulte apprenait. Et il nous disait que c'était assez intéressant de retrouver des concepts aussi qu'on va trouver non pas en silo mais dans différents domaines. Est-ce que dans les sciences et sociétés, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Finalement, on peut retrouver certains concepts qui nous sont familiers et qu'on va réappliquer à la science plus tard. Oui, je pense, parce que de toute façon, on a tous des connaissances différentes, mais on a besoin de se baser peut-être sur les mêmes systèmes pour essayer de retrouver. Enfin, on a besoin de faire des rapprochements, et c'est peut-être ça le but de la science participative, c'est qu'on est tous capables de comprendre, mais avec notre base différente. Et puis, on a tous aussi nos savoirs que tout le monde n'a pas les mêmes, et on peut les valoriser même auprès de chercheurs qu'on considère parfois comme plus expérimentés, plus sachants que d'autres citoyens. Mais alors, il y a ce problème quand même qui se pose, qui est le problème du vocabulaire, qui peut parfois faire peur et qui peut s'appliquer pas forcément qu'à la recherche ou à la science, qui peut s'appliquer aussi à tout domaine technique où on va avoir un vocabulaire particulier. Donc, dans ces projets sciences et société, pour les personnes qui se poseraient par exemple les questions, comment on fait pour aborder de façon un petit peu plus générale les questions scientifiques? On définit. La base de tout, c'est la définition. Donc, forcément, quand on a une sorte de base un peu plus élaborée on a tous construit notre base, notre vocabulaire à partir de certaines choses. Donc, forcément, on est capable aussi de redéfinir, de rallonger aussi certaines définitions pour que tout le monde y retourne, au final. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur de s'inscrire à ces projets participatifs? Non, il suffit d'être curieux et motivé. Et puis dans les projets qu'on a fait, souvent, il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, mais moi, je n'imaginais pas comme ça. En fait, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Complètement différent. » Super. Donc, est-ce que tu veux dire que tout le monde est un peu scientifique à sa manière? Évidemment.
On l'est tous. Après, on a peut-être moins envie, on est peut-être moins attiré, mais il y a toujours des façons différentes pour y arriver à la science. Donc, tu parlais un petit peu plus tôt aussi des savoirs cachés, etc., qu'on a tous nos habitudes, nos traditions, etc. Donc, tout ça, c'est un très joli nom, les connaissances grises. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Connaissances enfouies, ouais. Oui, je pense. C'est ça. On revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde est expert de quelque chose, mais on peut pas être expert de tout, mais il faut juste connaître et se rendre compte qu'on est expert d'un domaine. Par exemple, les scientifiques, sur certains domaines, enfin les sciences participatives, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des observatoires en ligne. Par exemple, le Muséum d'histoire naturelle qui offre Viginature, Vigiciel, je sais pas, plein d'autres choses comme ça. Et c'est comme s'ils avaient une sorte de réseau de chercheurs sur tout le territoire, de personnes qui sont là à tous les moments de l'année et qui sont disponibles pour donner leurs observations. Et ça, c'est l'expertise de chacun, de vivre dans un endroit, d'être localisé à un endroit à un moment donné et de savoir ce qu'on observe. Voilà, en termes de faune et flore, que ce soit passé aussi. Nous, on peut faire des travaux justement sur la mémoire un peu collective d'un endroit qui sont aussi des connaissances scientifiques. Il faut juste s'en rendre compte. Après, est-ce qu'il n'y a pas, avec ce genre de projet, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la restitution, dans l'accompagnement ? Est-ce que c'est facile, tu vois, d'obtenir tous ces résultats et de le suivre quand c'est pas quelque chose de local ? Quelle est la limite de ce genre de projet participatif ? Et est-ce qu'il y a d'autres modes de sciences participatives à côté de ça ? Oui, alors la science participative qui est en ligne, par exemple, c'est un peu plus difficile parce que il n'y a pas de rencontre vraiment organisée, mais ça fait quand même toute une communauté qui peut se connecter quand elle veut et échanger de façon facile. Nous, ce qu'on fait à la Fondation, du coup, c'est de promouvoir les actions plutôt locales avec des rencontres, des échanges entre chercheurs, entre locaux, entre jardiniers notamment, avec certains projets. Et oui, et parfois c'est difficile pour certaines personnes d'admettre qu'elles ont des connaissances parce que à chaque fois qu'on fait des ateliers, tout le monde a très envie de parler, de donner ces petites anecdotes qui sont souvent très précieuses, mais sans se rendre compte que c'est un savoir. Donc c'est un travail à valoriser ça, entre autres. Mais ça, c'est super intéressant. Et puis finalement, tous les types de sciences participatives apportent quelque chose et donc en soi, apportent une plus-value, que ce soit au niveau local comme ce qu'on fait nous ou que ce soit aussi au niveau national. National de l'observationnel. Oui, je pense que l'important ici, c'est pas de mettre de hiérarchie. C'est comme entre les chercheurs et les citoyens. Il n'y a pas de hiérarchie dans les connaissances. Il y a juste une diversité qu'on a à poser horizontalement, et c'est comme les sciences participatives, c'est très bien de faire des projets locaux et c'est très bien d'en faire des nationaux, ils se complètent. Voilà. Oui, puis il y a un côté temps aussi qu'il ne faut pas oublier pour les personnes, c'est-à-dire que là, peut-être en ligne, on a le temps, on le fait un peu quand on peut. C'est vrai que là, nos projets de sciences participatives, ça demande non pas un gros investissement, mais quand même... Un investissement, ouais. Voilà. Et puis de l'argent aussi. C'est pas pareil. Mais pas pour les citoyens, hein. Attention. Oui. Pour nous. Il faut la mettre en place, du coup. Oui, c'est sûr. Quoi que tu me diras, sciences participatives aussi. Ok. Soyez rassurés, ces projets, en tout cas, qu'on vous propose, sont gratuits, mais effectivement, ils ont un coût, surtout quand on fait de l'analyse des contaminations, etc., dans les sols des jardiniers. Donc là, effectivement, c'est des autres fondations et nous-mêmes qui intervenons. Merci, Manon. Ok, donc on a vu l'importance des sciences participatives et donc pourquoi le projet Clé du sol, pourquoi c'est important aujourd'hui de parler des sols ? Parce que les sols, je ne sais pas pour vous là, je sais pas si vous pouvez peut-être nous donner votre avis sur les sols, mais c'était comment votre représentation avant de faire ce projet à la Fondation, Damien ? Pour moi, le sol, c'était mystérieux, c'était caché, un peu comme le fond des océans. Et avec ce projet, on en saura un peu plus jeudi soir. Ça va être génial. Il faut venir. Mais c'est toute une vie qui grouille, que ce soit des micro-organismes, des invertébrés. Ça vit, ça permet du coup d'avoir un sol de qualité, de bonne qualité. Bon. Ouais. Et vous, les filles ? Pour moi, le sol, c'était vraiment quelque chose de nourricier. Pour moi, le sol, je l'associe à la nourriture, en fait, parce que finalement, c'est quelque chose de prolifique. Mais par contre, j'en avais pas cette représentation diverse, vivante, même si c'était nourricier. J'avais plutôt l'impression que c'était une espèce de meute avec différents types de structures, de textures, de couleurs. Mais finalement, j'avais pas cette notion-là de sol vivant.
Oui, moi, c'est un petit peu les 2 réunis, c'est-à-dire que j'étais pas vraiment jardinière, dans ma tendre enfance. Donc, le sol, c'est quelque chose de lointain quand on n'a pas l'habitude d'y mettre les mains et d'autant plus que s'il y a un vrai savoir-faire autour ou des vraies pratiques, ça paraît encore plus abstrait. Donc, ça a été une découverte grâce à toi et ce projet Clé du sol, donc de se rapprocher. Donc, d'où l'importance vraiment de ce genre de projet. Oui, je pense que c'est exactement ça. C'est que le sol, on n'en parle pas beaucoup, enfin un peu plus maintenant, parce que on voit ça comme une sorte d'amas de terre marron, pas sexy du tout. Alors que s'il suffit de prendre un petit microscope et on peut avoir accès à un monde parallèle vraiment qui est passionnant. Et même à l'intérieur de la science, parce que ça a beaucoup évolué la vision des sols qui était vraiment très, très physico-chimique. C'était un produit de la géologie avec de la matière organique qui se mélangeait, etc. Et plus on avance en recherche et plus on se rend compte que la vie du sol est importante. Alors, pour un petit détail, pour mieux se rendre compte, dans une cuillère de sol, donc dans quelques grammes, on retrouve 1000 à 2000 nématodes, ce sont des vers microscopiques, une centaine d'arthropodes, 100 millions à 1 milliard de bactéries et 1 à 3 mètres de filaments de champignons. Alors, autant dire que c'est énorme. Et voilà, il y a cette biodiversité qui est à l'intérieur, qui représente un quart de la biodiversité sur le monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est leurs interactions. Voilà, donc c'est ce qui est de plus en plus étudié. J'en profite pour revenir avec un petit commentaire sur les sols morts, dont on entend beaucoup en ce moment. Ça n'existe pas. Un sol mort, un sol peut être dégradé, un sol n'est jamais mort. Sinon, on aurait du mal à récupérer certains sols après leur bitumisation. Après, il peut être plus ou moins vivant selon les contaminations qui sont présentes. Parce que quand on a beaucoup de contaminations et qu'on les a imperméabilisées en plus, on ne parle pas de sol mort, mais moins vivant quand même. Oui, dégradé, oui, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il y a le même niveau de vie, mais il y a quand même un défaut. Mais un sol mort, un sol peut toujours rejaillir de ses cendres, je pense. C'est important à comprendre. Le sol est résilient. Tout à fait. Après, on peut dire aussi que le sol joue un grand rôle dans la réduction du réchauffement climatique, notamment avec l'initiative 4 pour 1000, la recapture de carbone. Oui, ça séquestre énormément de carbone. Donc, c'est un peu effet à double tranchant. Si on change nos pratiques agricoles, ça permet de stocker beaucoup de CO2, de carbone qui est émis par l'industrie actuelle. Mais à l'inverse, si on continue de dégrader les sols, on continue de libérer du carbone. Qui est présent, dont l'intérêt des zones humides notamment, qui séquestrent énormément de carbone et qui ont tendance à être imperméabilisées difficilement. Ouais. Mais donc ça veut dire que finalement, ce rôle qui est joué par les sols, il est d'importance aussi en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Donc pas uniquement en termes de production, mais également en termes de recapture de carbone. Oui, et puis pour la purification de l'eau aussi, on peut en parler. C'est elle qui va filtrer beaucoup des contaminants qui sont présents dans l'eau. Donc, Ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup du cycle de l'eau en ce moment, évidemment. Il va y avoir l'importance de l'eau, la bataille pour l'eau, l'importance du cycle de l'eau dans le réchauffement climatique et dans les contaminations. Et finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un dialogue très, très important entre la terre et l'eau, le sol et l'eau. Ouais, le continuum sol-eau et arrêter de voir ça cloisonner. Voilà, Encore une fois, ne pas cloisonner. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de prendre les choses dans son ensemble et pas uniquement l'un ou l'autre. Bon, merci. Et puis alors, Sciences et Société, qu'est-ce que ça apporte aux chercheurs, par exemple, qui nous écouteraient, de faire ces projets ? Souvent, les chercheurs, ils sont très contents de sortir un peu de leur monde de recherche, qui est un monde très sympa, mais parfois un peu fermé. Et ça donne une dimension humaine à leur recherche aussi, de se dire que ça doit être compréhensible par toute la population, parce que on participe tous à la recherche, on en a tous besoin, donc prouver qu'il y a une utilité derrière. Et puis, c'est des moments aussi, socialement, c'est très important. Ces moments de communication entre les différents acteurs de la société, les différents acteurs d'un territoire. Parce qu'on peut parler des chercheurs, il y a aussi les décideurs. Normalement, ils doivent communiquer. Parfois, il y a besoin de remettre aussi un peu de punch dans le dialogue entre les décideurs et les chercheurs et les citoyens qui doivent profiter de toutes ces mesures. Des étudiants aussi, les futurs actifs. Là, dans le projet, c'est ça qui était vraiment joli, c'est que finalement, ça a mélangé des jardiniers amateurs, donc des citoyens, des chercheurs, et puis également des étudiants. C'était multigénérationnel, c'était multi-acteurs, donc ça a été pour ça très riche, en tout cas en relations humaines. Ouais.
Donc ça, c'est bien. Après, ce qu'il faut dire aussi peut-être aux chercheurs qui ont peur de s'investir dans ces projets, c'est que les structures comme la Fondation, elles sont là aussi pour coordonner ces projets, pour faire le lien, et que voilà, ça permet de réduire en tout cas le temps passé, puisqu'on sait que les chercheurs sont quand même très occupés aussi, notamment s'ils enseignent. Il y a la science de la science participative qui se développe, entre guillemets, voir les solutions gagnantes et les solutions qui marchent moins bien. Par exemple, nous, quand on a commencé notre projet, on avait les chercheurs, nos citoyens et nous qui coordonnions. Et quand on a eu des étudiants, des futurs conseillers en fait en agriculture qui sont arrivés, on s'est rendu compte qu'il manquait cette partie de conseil qui faisait le lien entre les chercheurs, les sachants théoriques, les jardiniers qui sont les experts de leur sol. Mais faire le lien entre les deux, il manquait ces petits pions supplémentaires et ça a été, c'était super au final. Bon, génial. Et les citoyens, quel retour tu as eu ? Qu'est-ce que ça leur a apporté, globalement, évidemment, dans la généralité ? Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, venez à la restitution ouverte le 2 juin. On en reparlera à la fin de l'émission pour toutes les indications. Mais oui, ce que ça leur a apporté, il y en a. Les plus curieux, ceux qui venaient vraiment pour le plaisir, ils étaient très contents, justement, de découvrir que le sol, c'était pas juste un compartiment marron, noir, et puis dont on devait apporter de l'azote quand on voulait faire des carottes ou je ne sais quoi. Voilà, le nouveau monde que ça leur a offert. Ils ont aussi beaucoup aimé le contact avec les étudiants, connaître d'autres pratiques. Voilà, tout ça, je pense que ça a été socialement enrichissant, ça a été scientifiquement enrichissant pour tout le monde. Voilà. Ouais, super, merci Manon. Donc on rappelle quand même que ce projet de sciences participatives a été financé par la Fondation de Daniel et Nina Carasso qui travaillent sur les sols. Ça, c'est important. Et puis que finalement, ça a apporté énormément à la fois scientifiquement, intellectuellement et humainement à tous. Oui, je pense que tout le monde exprimera sa joie jeudi soir. C'est le but en tout cas, de voir les apports qu'il y a eu. Et puis, on peut se dire aussi, quand on travaille sur la résistance au changement, entre guillemets, nous, on a pas mal travaillé sur justement cette perception des sols, comment on change la perception d'un sol, comment on se rend compte que c'est justement quelque chose de plus vivant. Et on voit qu'avec la résistance au changement, c'est plutôt ce que pense la communauté qui va avoir un effet plutôt que ce qu'on pense soi-même, ou ses convictions intimes qui nous amènent au changement. Et donc finalement, de faire aussi ces projets au niveau local, ça fait changer la perception d'une communauté dans son entier, ou dans son intégralité et pas uniquement d'une personne, et ça c'est aussi intéressant dans ces projets. Tout à fait. Voilà, et merci à tous, et puis on passe à la CETAC après Zoufris Maracas et Si Demain. J'arrêtais de boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu, et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction le vent me mène. Et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la lune, et si demain ma gourmandise fallait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin de que dalle. Et si demain il n'y avait plus de guerre, plus de flics et plus de soldats, que les humains à part entière, plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire, rien que des gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec 2 jambes et puis 2 bras, 32 dents et des choses à faire. Pourquoi pas se prendre dans les bras,
Enfin, ben, c'est les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures et des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi, qui me font étranger de toi. Et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, je n'avais plus besoin de que dalle. Allez, c'est parti, on reprend avec l'analyse phyto. Donc, il a été demandé une expertise collective aux deux agences INRAE et IFREMER sur les produits phytosanitaires et leur effet sur la biodiversité. Et c'est Damien qui nous en parle. Alors, je vais vous parler de cette expertise, et en fait, ça fait un peu écho à ce dont on vous parlait il y a 2 mois sur l'expertise collective INSERM sur la santé humaine et les effets donc des produits phytosanitaires sur la santé humaine. Cette fois, on va s'intéresser à la biodiversité et à la santé des animaux et des végétaux. Donc, comme le disait Delphine, c'est l'INRAE, donc l'Institut national agronomique français, et l'IFREMER, l'Institut français de la recherche plutôt sur le milieu marin, qui ont participé à cette expertise collective. Donc, elle a été mise en place parce que, comme l'a dit l'IPBES, le rapport de l'IPBES, il y a un déclin de la biodiversité qui est observé au niveau mondial. L'IUCN également a pointé du doigt ce déclin de biodiversité. Et il y avait besoin de réunir du coup des experts scientifiques pour faire l'état des lieux de la littérature sur les effets des produits phytosanitaires ou pesticides sur la biodiversité. Donc il y a 46 experts qui se sont réunis. Et les résultats principaux de cette expertise scientifique, c'est qu'il y avait un déficit énorme de connaissances sur les effets donc, de ces substances pesticides sur le milieu marin. En revanche, au niveau des zones agricoles, donc pas des champs, pas en plein champ, parce que le cas de l'étude ne se portait pas sur les pleins champs, mais aux abords des zones agricoles, par exemple les cours d'eau qui étaient attenants aux zones agricoles ou les champs qui étaient attenants aux zones agricoles, ces études donc, montraient que les pesticides ont un impact direct ou bien indirect sur certaines populations animales, dont les invertébrés, principalement terrestres, comme les insectes pollinisateurs. Donc on connaît tous les effets des néonicotinoïdes sur les abeilles, par exemple, ou encore certains prédateurs naturels, des ravageurs de culture. Des invertébrés également présents dans les cours d'eau étaient impactés par les pesticides à proximité des cultures. Et enfin, donc, on s'est intéressé également aux oiseaux, qu'ils soient granivores ou insectivores, mais également des rapaces, qui étaient impactés directement ou indirectement, dans le cas des insectivores, par les produits phytosanitaires. Un des facteurs donc, qui dégrade la qualité des écosystèmes qui sont soumis à d'autres pressions, c'est donc l'épandage de pesticides, mais il y a également d'autres facteurs, donc il faut l'intégrer dans un grand tout. Le changement climatique en a un autre, et la dégradation des habitats naturels est un dernier facteur. Donc en revanche, cette expertise, donc elle a eu le mérite donc, de réunir ces chercheurs, ces experts, et de dresser un état des lieux. Par contre, dans le cadre de l'étude, il y a quelques limites. On ne s'intéresse pas au plein champ, mais aux zones attenantes, à proximité. Et en plus, il y a un effet réverbère qui est observé dans de nombreuses études scientifiques en écotoxicologie, mais également en toxicologie. C'est qu'on va s'intéresser à une classe de pesticides et on va décortiquer les mécanismes de ce pesticide et de pesticides de même famille. Et on écarte tout un tas d'autres molécules. Donc un grand pourcentage de molécules ne sont pas étudiées. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette expertise collective.
sais pas si Merci vous voulez Damien. réagir. On va réagir, bien sûr qu'on va réagir, mais finalement cette expertise, elle intervient au moment où on parle du Green Deal, donc dans le cadre du Green Deal européen qui a une ambition zéro pollution en 2050 et réduction de moitié de pollution en 2030. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est dans pas si longtemps, 2030. Donc finalement quelque chose d'ambitieux. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de revenir sur la réglementation européenne que tu connais bien, la réglementation des produits chimiques, et de dire que finalement ça intervient à un moment où on se dit que la biodiversité est d'importance et dans la réglementation sur les produits chimiques, il n'y a rien qui est fait pour mesurer l'effet sur la biodiversité notamment. Et donc l'idée du ministère, et il s'est réuni plusieurs fois à partir de cette expertise et aussi au niveau européen, c'était finalement de se baser sur cette expertise, pas uniquement, mais sur cette expertise pour pouvoir éventuellement discuter du fait de mettre de la réglementation, en tout cas des études, sur la biodiversité et l'effet des molécules chimiques sur la biodiversité. Donc ça, c'est plutôt positif, en tout cas, le retour de cette expertise sur la réglementation. Voilà, parce que le lien de cause à effet, en gros, montrer un effet direct de causalité entre l'exposition à un pesticide et un effet néfaste sur un individu, la mort, le déclin d'une population, c'est très difficile. Donc au niveau réglementaire, on est sur des niveaux individuels, mais après, quand on passe sur la population, les écosystèmes et la biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place et à dégager des liens de cause à effet qui sont clairs. Mais ça, c'est vraiment intéressant parce que tu as un effet direct, donc de cause à effet, et puis tu as l'effet indirect qui est montré ici sur la perte de biodiversité. Cet effet indirect, il a été notamment mis en évidence chez les rapaces et des insectivores, donc qui indirectement étaient contaminés par les pesticides. Voilà. Tu veux dire via la chaîne trophique, c'est ça, via la chaîne alimentaire ? Et la chaîne alimentaire, surtout. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est intéressant quand même. Ok, super, merci beaucoup. Et puis, on espère qu'il y aura des choses qui naîtront de ça. Je pense qu'il y avait, au niveau de l'Europe aussi, on en discutera peut-être là, quand on va parler de la CETAC, il y avait vraiment cette volonté de se dire peut-être que l'outil qu'on va utiliser n'est pas parfait pour l'instant, si on pense mesurer la biodiversité ou l'effet sur la biodiversité, mais finalement, c'est peut-être acceptable d'utiliser cet outil pour l'instant dans l'état des connaissances dans lesquelles elles sont plutôt que de ne rien faire. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut discuter après. Allez, virgule, on parle de la CETAC. Vous reprendrez bien un peu de science ? Allez, on parle de la CETAC parce qu'on est tous allés à Copenhague, enfin tous et toutes d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je ne mets pas de E, à Copenhague, à la CETAC, donc, qui est un grand rassemblement d'écotoxicologie européen. Et on vous en parle tout de suite. La CETAC, qu'est-ce qui s'est passé ? Retour. Bon, je commence. Donc la CETAC, c'est un peu la grande messe européenne annuelle de l'écotoxicologie. Alors c'est des chercheurs qui restituent des projets, qui restituent des études. Ça va de l'effet des microplastiques sur des animaux marins à l'analyse du cycle de vie de tel ou tel produit chimique. Donc c'est très très large. On est principalement focalisé sur l'écotoxicologie, mais il y a aussi un peu d'écologie, un peu de toxicologie, on fait le parallèle. Et donc, il a beaucoup été question des effets des microplastiques dans les différents compartiments, terrestres, aquatiques, mais également des effets des pesticides sur les mécanismes d'action chez différentes espèces, donc des animaux marins, comme je le disais, aux abeilles, par exemple. Voilà. Et moi, il y a une conférence qui m'a beaucoup marqué, on était deux à y assister, c'était qu'est-ce que penserait Rachel Carson, donc, qui a écrit The Silent Spring, le printemps silencieux en 62, de l'état actuel de la recherche et surtout de l'état actuel de la planète si elle a assisté à cette conférence. Donc, pour rappel, Rachel Carson, c'est une Américaine qui a écrit The Silent Spring en 62. Elle était plutôt autodidacte, mais également biologiste. Et elle a mis en évidence, en Pennsylvanie, le fait que l'exposition à des pesticides, donc là, c'est le DDT, qui est le pesticide historique, provoquait des printemps silencieux où on n'entendait plus les oiseaux chanter dans les champs où il y avait l'épandage massif de ces pesticides. Ça a été le signal d'alarme qui a après déclenché une prise de conscience de la population,
puis ensuite des chercheurs. Effectivement, moi j'étais avec toi aussi, Damien, à cette conférence. Ça a été extrêmement intéressant parce qu'on est revenu sur plusieurs notions. La première notion, c'était qu'il y avait quand même une grosse partie capitalistique, finalement, même au niveau du Green Deal. Le Green Deal, c'est l'économie verte, donc ça reste le mot économie. Et ça, c'est quelque chose qui a été pas mal discuté sur le côté vraiment monétaire, à nouveau capitalistique, qui peut-être nous engage dans des voies qui ne seraient pas celles qu'on aurait envie de prendre ou qui ne seraient pas les plus bénéfiques pour la planète. Il y avait déjà ça. Et puis, il y avait la remise en question de la recherche de façon générale, c'est-à-dire est-ce que la recherche en écotoxicologie va dans le bon sens ? Est-ce qu'il ne faut pas la réadapter maintenant ? On s'est beaucoup focalisé sur certains types de molécules, certaines molécules. Tu le disais tout à l'heure, au niveau de l'individu et pas vraiment au niveau de la population. Et est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu les paradigmes de la façon de faire l'écotoxicologie, s'associer avec des écologues pour pouvoir avoir une vision un petit peu plus générale de ce qui se passe. Voilà, la CETAC, on revient. Manon, la CETAC ? Oui, alors c'est vrai que c'est pas trop mon domaine de prédilection. L'écotoxicologie, c'est très chimie, c'est difficile un peu à comprendre, mais je me suis intéressée un peu aux conférences qu'il y avait sur les sols. Il y en a qui m'ont plus marqué, notamment sur la contamination aux métaux lourds qu'on pouvait retrouver quand il y avait d'anciens sites miniers qui sont un peu laissés à l'abandon. Et dont les industriels ils peuvent dire c'est bon, il n'y a aucune contamination, il n'y a rien à craindre. Notamment un projet qui était au nord de la Suède, et on voit que finalement, il y a souvent des restes qui sont quand même pas si inoffensifs que ça. Voilà. Et puis, j'ai vu aussi en Belgique des projets qui étaient faits dans les jardins de particuliers, avec parfois des contaminations importantes. Donc, c'est des sujets importants, mais qui parfois donnent un peu un coup au moral, je trouve. Ouais, ce sont des sujets sensibles. C'est sûr que quand on a son jardin contaminé, après, il faut faire attention à la distinction quand même entre la contamination du sol et la contamination qu'on peut retrouver ensuite dans les fruits et légumes. Et dans les œufs, quand on a des poules. Et dans les œufs, exactement, tout à fait. Dioxine, etc. Mathilde ? Et moi, c'était mon premier congrès scientifique, donc je suis encore moins spécialiste que toi, parce que je ne suis pas du tout scientifique de formation. Donc en gros, un congrès, c'est un moment où les jeunes scientifiques présentent leurs travaux, des conférenciers croisent leurs expertises. Damien, tu en as un petit peu parlé avec le cas précédent. Ce que je regrette un petit peu, c'est l'absence des instances décisionnaires dans ce genre d'endroit. On connaît les effets néfastes des pesticides, comme tu citais 1962, donc c'était pas tout à fait hier. Les polluants, les microplastiques, etc., les effets néfastes sur les écosystèmes. Et donc aujourd'hui, les choses avancent, la science aussi, il y a des techniques innovantes, etc. Mais on a un petit peu besoin que ça bouge, et la prise de décision, peut-être que je suis impatiente, mais je vais peut-être été un peu frustrée à ce niveau-là. Voilà. Écoutez, on verra avec le nouveau gouvernement. Oui. Eh bien, jingle, c'est parti pour les actualités de la Fondation. Merci à tous. Vous reprendrez bien un peu de science ? Et pour commencer ces actualités, le plus proche, jeudi 2 juin, nous aurons donc, comme on a parlé avant, la restitution grand public du projet La Clé du Sol, qui aura lieu au lycée Terre d'Horizon à Romans à 18h. Vous aurez un retour sur plus de 2 années de sciences participatives autour de la santé des sols dans les jardins moursois. Vous aurez ainsi tous les acteurs, les jardiniers, les chercheurs, les étudiants qui ont participé. Alors, tous les curieux, nous vous attendons. Il y aura une petite collation à la fin. Merci Manon. Et un petit peu plus loin dans le mois, c'est le jeudi 30 juin. Donc je vous invite à prendre des notes tout de suite, parce qu'on va s'installer au cinéma Le Navire pour notre prochaine conférence grand public. Conférence sur le changement climatique quand les espèces déménagent. Il va s'agir en fait des impacts du réchauffement climatique sur la grande distribution du vivant, la redistribution même, à la fois milieu terrestre et milieu marin. Donc en quoi la grande migration du vivant en réponse au réchauffement climatique représente en fait la partie immergée de l'iceberg. Rendez-vous donc au Navire le 30 juin à 18h. Allez, venez nombreux, parce que Damien et moi, on a appris un nouveau mot à la CETAC qui s'appelle la boréalisation. C'est-à-dire la migration des espèces du nord vers le sud. Voilà. C'est quand on parlait d'Arctique. Donc venez nombreux, vous allez apprendre plein de choses, ça va être super. Bon, et merci à tous. C'est la fin de cette émission. On nous fait signe, on nous dit c'est fini, coupez, allez-vous-en. On a besoin du studio. Donc on laisse le studio avec un petit peu de tristesse quand même, parce que je crois que c'est notre dernière émission de l'année. On remercie tout le monde, évidemment Manon.
Merci à tous. Hein. Et puis Damien. Merci, rendez-vous le 2 juin. Mathilde. Merci à tous, à bientôt. Et puis Karina, Sylvie, Radio BLV dans son intégralité. Clément. Et Clément, bien sûr, of course Clément, qui nous a accompagnés pendant plusieurs émissions, qu'on salue. Et puis merci à vous aussi de nous avoir écoutés. Merci d'être fidèles à l'émission. Et puis on vous embrasse fort et on vous dit à l'année prochaine. Au revoir. Oh, regardez, c'est pas la Fondation Rovaltin? Ah ça, c'est encore l'esprit du bocal. Qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'ils vont nous régaler avec un peu de science.